Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre plateforme www.ezaetv.com. Quelle politique et quelles actions faut-il mener pour une meilleure mise en œuvre des réformes dans le secteur touristique au Bénin? La question est au cœur de nos échanges ce jour sur votre émission Le Débat. Des acteurs et des professionnels du secteur vont apporter dans cette émission leur contribution pour le développement du tourisme béninois. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci pour votre fidélité à votre émission Le Débat. Le programme d'action du gouvernement prévoit beaucoup d'innovations dans le secteur touristique béninois. Nous allons analyser les conditions de mise en œuvre, les efforts en cours et surtout les acteurs à impliquer pour des résultats concrets. Pour cet échange, nous recevons donc des techniciens, cadres et professionnels du secteur. Monsieur Komlan Pakoma Alomakpe, il est juriste, spécialiste de la gestion du patrimoine culturel. Bonjour à vous. Bonjour, cher. Vous allez bien? Très bien, je vais Vous êtes très bien habillé. Merci, madame. À vos côtés, monsieur Salomon Ojo, il est gestionnaire du patrimoine culturel. Il est ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication. Monsieur Ojo, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue. Merci. Et enfin, notre troisième invité à nom, monsieur Gbeindaro Achille Zoum. Il est artiste, il est consultant en patrimoine et paysage culturel. Monsieur Gbeindaro Zoum, bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers invités, notre premier tour de table va porter sur les réformes dans le secteur touristique béninois. Rappelez-nous ou dites-nous les réformes dans ce secteur qui vous semblent les plus importants, les plus intéressants, monsieur Alomakwe. Déjà, je vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez pour que nous venions parler un peu des réformes qui sont en cours dans le secteur du tourisme. Quand nous parlons de réforme, en fait, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de réformes confiés à deux structures étatiques qui gèrent les réformes. Le premier niveau, ce sont les réformes dites, je vais dire, prioritaires. On parle de projets prioritaires du ministère et du système de la culture et du tourisme. Et ces réformes sont confiées à une agence qu'on appelle l'agence des patrimoines et de développement touristique. Géré par celui que vous connaissez, M. José Plia. Celui que nous connaissons. Bon, celui que nous connaissons, bien évidemment. Alors, le deuxième niveau, ce sont des réformes, je vais dire projets prioritaires. Donc, il y a des projets phares, il y a des projets prioritaires. Et à ce niveau, ce sont des réformes confiées au ministère en charge de la culture et du tourisme. Voilà un peu les deux réformes. Mais dans leur contenu, quand nous prenons les 6 projets phares, parce qu'au début c'était 7, mais au finish nous avons 6 projets phares. Les 6 projets phares, nous avons entre autres la réinvention de la cité historique de Ouida, nous avons la récréation de la cité lacustre de Canvier, nous avons la construction d'un certain nombre de musées à Ouida, à Porto Novo, à Abomey, à Lada, voilà. Et puis il y a aussi une autre ville, Niki, voilà. Il y a Ouida, Abomey, Porto Novo et Niki. Nous avons aussi une nouvelle forme de gestion du parc Pandjari. Donc voilà de façon globale les projets les plus qui attire votre attention tout de suite. Au niveau de l'agence en charge du tourisme. Des tourismes, enfin je veux dire agence nationale des patrimoines et du développement touristique. Maintenant, au niveau du ministère, il y a environ, je vais dire, plusieurs projets qui rentrent dans le cadre du programme, du plan d'action de ce ministère. On appelle ça PTA, plan du travail annuel de ce ministère. Oui. Il y a plusieurs choses qui se font à ce niveau, aussi bien au niveau du tourisme qu'au niveau on va juste s'attarder sur le secteur touristique. Voilà, de la culture. Alors, à ce niveau, nous étions la dernière fois avec le ministre, le tout nouveau ministre de la Culture, M. Omeki, qui a présenté dans le cadre, je crois que c'était, il a parlé de la stratégie de relance du secteur de la culture. Et dedans, vous voyez clairement un peu la vision du gouvernement. La vision, si je retiens très bien, je me rappelle de ce que le ministre avait dit, c'est de professionnaliser le secteur, d'aller à la quête de l'excellence, c'est de permettre à ce que les choses soient bien organisées. Et faire les choses il a remarqué qu'il y a beaucoup de talent au Bénin, donc il faut aujourd'hui
organiser ces talents-là pour que je vais dire, le secteur du tourisme et de la culture soit révélé. Donc voilà, de façon globale, les réformes dont il s'agit. Monsieur Ojo, vous êtes gestionnaire du patrimoine culturel. Vous avez été directeur de cabinet au ministère de la Communication. Voilà un peu résumé les différentes réformes dans le secteur touristique béninois. Quand on prend toutes ces réformes-là, quel est le cadre de ces réformes, le contexte? Puisque également, vous avez suivi certainement le PAG, vous suivez au quotidien les informations dans ce secteur. Oui, je vous remercie, madame la journaliste, et je remercie également mon collègue Alomapé. Vous êtes collègue bon, non, c'est un gestionnaire du patrimoine culturel comme moi. Donc, je le remercie pour cette présentation des différentes réformes qu'il vient de nous faire. Bon, mais moi, je trouve que actuellement, s'il faut parler de réformes, ce que moi je vois, c'est que il y a une sorte de réforme institutionnelle qui est en train d'être faite dans le domaine du tourisme et de la culture. Vous voyez, et avant le gouvernement du nouveau départ ou bien de la rupture, bon, avant ce nouveau gouvernement, et le secteur du tourisme était essentiellement géré au niveau du ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une agence nationale pour la promotion du tourisme qui est dirigée par M. Plia, qui est domiciliée au niveau de la présidence de la République. Ça vous pose problème? Bon, c'est pas pour que le patron puisse avoir un regard sur ce qui se fait véritablement pour que demain, on n'ait pas à entendre « je ne suis pas informé, je ne suis pas au courant ». Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Je sais. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que, j'ai bien dit, avant ce gouvernement, le tourisme était géré essentiellement au niveau du ministère du Tourisme. Le ministre était le patron et gère le super patron avec ses différents directeurs techniques. Il gère. Aujourd'hui, le ministère est là et il y a une autre agence qui est créée au niveau de la présidence de la République. Quand vous prenez le ministère, il y a un fonds qui avait été créé, était créé pour gérer le tourisme. C'était le FNDPT, le Fonds national pour la promotion et le développement du tourisme. Aujourd'hui, les spécialistes peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce que ce fonds est devenu. Puisque c'est ce fonds-là. Quand vous vous êtes posé la question, vous avez cherché à comprendre? Oui, bon. Vous savez, j'ai été membre du conseil d'administration du Fonds national pour la promotion et le développement touristique pendant des années. Et je sais comment le tourisme est promu au niveau de ce fonds. J'ai quitté ce conseil d'administration, ça n'a pas encore fait un an. Je sais un peu comment ça se passe. C'est pour cela que je dis, la réforme, elle est institutionnelle. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'il n'y ait pas une sorte de conflit d'attribution au niveau du ministère et au niveau de l'agence. Mais est-ce que depuis 2 ans déjà pratiquement que ce gouvernement est là, est-ce que vous avez semblé voir des conflits d'attribution? Est-ce que ce n'est pas une complémentarité entre le ministère et l'agence pour pouvoir soulager? Parce que vous savez que le ministère aujourd'hui a beaucoup de portefeuilles sous sa responsabilité. Très bien. Je vous remercie, madame la journaliste. Avant de quitter le conseil d'administration du FNDPT, il y avait un problème qui s'était posé. Le problème d'utilisation des fonds? Ah oui, il y avait un problème qui s'était posé. C'est le conseil d'administration qui met à la disposition de la direction générale les ressources à utiliser pour l'année budgétaire. Et le fonds a 2 sources de financement. Il y a le financement du budget national qui avoisine seulement 20 millions. Et les autres financements du fonds qui sont beaucoup plus prépondérants, ça concerne les nuitées dans les hôtels et aussi les tasses d'embarquement. Surtout les tasses d'embarquement qui s'élèvent à 10 000
par touristes qui... Pas touristes, hein, tout étranger qui prend l'avion et qui descend à l'aéroport de Bernardin Gantin de Kadiaou. Ils sont facturés sur le billet d'avion 10 000. C'est ça qu'on appelle les frais d'embarquement. Et ces frais d'embarquement sont gérés entre le ministère du Tourisme et le Trésor public. Je crois que c'est 30 à 35% qui reviennent au ministère. Et ces 30% sont versés directement dans la caisse du fonds. Et c'est ça qui permettait au fonds de pouvoir fonctionner, de créer les circuits touristiques, de promouvoir. Donc on avait des circuits touristiques créés par le ministère? Oui. Moi, je ne suis pas informé. Tous les circuits touristiques qui existent aujourd'hui ont été créés par le ministère. Ont été créés par le ministère. Donc c'est ces fonds-là qui permettent au ministère de créer de nouveaux circuits touristiques et de promouvoir le tourisme en fait. Au-delà du conflit d'attribution, M. Odjo, qu'est-ce que vous essayez de faire ressortir? Que le fonds va être fragilisé ou que je n'ai pas encore bien cerné votre préoccupation? Non, mais c'est qu'aujourd'hui, le fonds est affaibli. Le fonds est affaibli. Je ne sais pas si cela avait été corrigé parce que le conseil d'administration avait demandé à ce que ce qui devrait revenir au fond lui revienne afin que le fonds puisse continuer sa mission. Donc votre crainte, c'est qu'on le dise demain que le fonds n'existe plus. Oui. Et si cela n'existait plus, il y aura un problème. Il y aura un problème. Et le problème, c'est le fonctionnement des circuits touristiques. Des circuits touristiques et même leur promotion. Même du sous-secteur tourisme même. D'accord. Voilà. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Monsieur le paysagiste, je suis fière de dire que vous êtes paysagiste. Hein. Ce n'est pas n'importe qui gère le... Non, en fait, je le dis fièrement parce qu'on pense qu'au Bénin, on n'a pas de compétences. Voilà qu'on en a et donc je suis fière de dire que vous êtes à mes côtés. Monsieur Beninda Rouzou, vous êtes également acteur, vous êtes artiste par surcroît et vous êtes consultant en patrimoine et paysages culturels. Vous avez vu les réformes annoncées dans le secteur touristique. Qu'est-ce qui vous semble important? Est-ce que vous avez été impliqué ou est-ce que vous comptez apporter votre contribution à ces réformes-là civiquement? Je vous remercie, madame. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées pour être réalisées au Bénin. Et ça dénote de l'attention qui est venue du coup sur le secteur culturel. Et nous ne pouvons dans un premier temps que féliciter cette attention. On va oublier les félicitations, on va aller dans notre débat. Oui. Il faut reconnaître que jusque-là, la plupart, même les projets, si on voit un peu dans le sous-bassement, l'implication des acteurs du Bénin, les professionnels et autres, l'implication en termes de pourcentage, l'implication, on pourrait dire que c'est faible. C'est faible parce que je pense qu'on a eu l'impression qu'au Bénin, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de professionnels. Et même si c'est le cas, je voudrais au moins qu'on identifie ceux qui ne sont pas compétents et qu'au moins les gens compétents qu'on invite, qu'on associe en fait ces gens-là, voilà, avec ces gens, pour que ça soit à la fois une transition, on consulte, on leur donne des marchés, on leur donne un certain nombre de choses, mais en même temps que ça soit des transferts de compétences, pour que ces gens-là ne repartent pas avec leurs compétences. Donc vous plaidez pour une meilleure collaboration avec les compétences des sérieux et les compétences intermédiaires. Oui, encore que là, quand je le dis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétences. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est vraiment à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Si vous ne mettez pas la chose dans la main des gens, si vous ne leur confiez pas des charges, comment vous voulez savoir qu'ils sont compétents ou ils sont incompétents? Donc, puisque la plupart de ces acteurs dont je parle, que je côtoie et qui sont avec moi, sont formés dans les grandes écoles, dans les grandes universités, parfois à l'étranger. Et les gens qu'on invite parfois sont formés dans les mêmes écoles à l'extérieur que ces gens-là. Ce sont des collègues.
Oui, et ils reconnaissent la force de ces gens-là quand ils sont chez eux. Et donc, quand ils reviennent dans leur propre pays, ils ne sont plus rien, ils n'ont plus aucune compétence. Et pourtant, ils sont allés chercher cette compétence-là en dehors. Et ce n'est pas mis à profit. Mais comment voulez-vous qu'on ait plus tard des gens qui ont l'expérience, qui puissent vraiment mettre leur expérience au profit du... Aujourd'hui, puisque le gouvernement dit vouloir associer les acteurs véritablement, puisque j'ai entendu le ministre Omeki dire que les réformes dans le secteur ne se feront pas sans les acteurs, puisque c'est vous qui allez mener ces réformes-là aujourd'hui. Vous avez certainement suivi le ministre Omeki lors de la présentation de la stratégie de relance du secteur touristique. Oui, moi ce que je dis est ceci. Les gens ont été invités, appelés. Je connais des gens qui ont des positions stratégiques en matière culturelle, des gens qui n'ont pas été invités. Tout le monde n'a pas été invité. Mais vous avez quelle preuve que tout le monde a... qu'il y a une plateforme, où tous les acteurs des acteurs, puisque des gens qui ont opéré dans le secteur, les gens visibles, on les voit, on sait. Donc, il y a une plateforme, que ces gens-là aillent sur cette plateforme. S'il y a des informations, qu'on aille chercher sur cette plateforme, au lieu de faire des sélections ou de... Non, mais on va pas le dire ainsi, monsieur Zomou. On parle quand même de l'autre pays, on parle de nos gouvernants. On ne va pas dire qu'il y a eu des sélections. On va peut-être se dire que peut-être des gens ont été invités et que peut-être à la dernière minute, ils n'ont pas pu venir. Parce que certainement d'autres n'étaient pas invités le jour-là, mais ils sont quand même venus s'informer. Et des gens qui aujourd'hui peut-être n'ont pas la visibilité qu'ils ont eue à une époque donnée. Pardon. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si on ne vous invite pas et que vous avez la compétence, le ministre Omeki est ouvert, je l'espère. Il a dit de toute façon, il a répété, martelé à cette rencontre-là. Est-ce que vous rapprochez, parce qu'il ne peut pas maîtriser non plus tous ceux qui sont dans le secteur, parce qu'on a aussi cette habitude-là de vouloir toujours se privilégier au lieu de privilégier l'intérêt général. Donc on ne va pas lui faire ce procès-là. Est-ce que vous vous êtes rapproché en tant qu'acteur du ministre pour lui dire, voilà, nous avons telle proposition pour vous? Parce qu'on dit souvent que nous avons une jarre trouée à combler. Et donc, en tant que Béninois, est-ce que vous vous êtes rapproché pour dire, j'ai telle compétence, j'ai telle proposition, et il ne nous a pas écouté? Parce que c'est aussi ça. La preuve, moi, je vous ai invité, vous êtes venu parce que vous saviez que vous aviez quelque chose à apporter. Oui, ce que je dis est la suivante. Vous savez, je suis en face de Pacom. Pacom, on se connaît bien. Les acteurs, les gens qui sont vraiment dynamiques dans la culture, les gens qui bougent, on sait. Moi, j'ai une structure ONG que j'ai dénommée Action culturelle et paysagère. Et il y a un an de cela, j'ai émis l'idée du projet de radars environnementaux. Et ce projet, j'ai eu le plaisir d'aller déposer ce projet-là à la présidence de la République. J'attendais quand même... À ce gouvernement ou à l'ancien gouvernement? À ce gouvernement. D'accord. Eh bien, silence radio, j'ai jamais été rappelé. Je n'ai pas eu de suite par rapport à ce projet. Et vous êtes découragé? Non, je ne suis pas découragé. Bien au contraire, ce projet va être reformaté. Pourquoi? Parce que ce projet visait fondamentalement un certain nombre de comportements éthiques par rapport à l'environnement. Et on ne peut pas faire du tourisme sans s'attaquer à ce nœud gorgien qui est le problème de la propriété du Bénin. Donc, nous, je n'attends pas forcément d'être invité. Moi, je mène mes actions au quotidien et ce que je veux dire en disant on n'est pas invité, je voudrais dire simplement qu'il y a un observatoire, qui est vraiment un observatoire et qui arrive à mettre le curseur sur des choses ou des gens qui bougent dans le domaine et qui puissent s'intéresser à ces personnes. On s'intéresse aux acteurs qui sont plus dynamiques. Voilà. C'est ce que c'était votre plaidoyer. Monsieur Alomakwe, vous êtes devenu la star sur ce plateau. Non, c'est pour vous taquiner. Vous avez des collègues sur le plateau qui vous apprécient à votre juste valeur. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être politique. Tout le monde ne peut pas être acteur politique. Tout le monde ne peut pas être choisi pour diriger une agence, une organisation, pour accompagner le gouvernement. Mais déjà à votre niveau, je sais que vous ne baissez pas les bras, vous faites l'effort de parler de ce qui concerne ce secteur-là qui vous tient si tant à cœur, puisque vous êtes formé dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, les efforts en cours ont-ils des limites? Je parle du système de mise en œuvre, bien sûr, des réformes que vous avez eu à préciter. Déjà,
est-ce qu'on peut parler de ces efforts-là, d'abord dans un premier temps, et ensuite on donnera la parole à vos confrères pour apporter également ce qu'ils voient comme effort, et pourquoi pas on ira après aux limites. Okay. Le principal, je vais dire effort, pour ce qui est bon dans les réformes, c'est ce que je peux appeler l'existence d'une vision et d'une volonté politique. Et au-delà? La vision dont je parle, c'est que vous avez, pour une première fois, c'est-à-dire un gouvernement qui vous donne une idée. Clairement, moi, je prends le tourisme comme un intrant pour le développement du pays. Et quand vous lisez le PAG, je vais parler du pilier 2 du PAG avec la stratégie numéro 4 où le tourisme a été cité, vous lisez clairement que la mission du gouvernement, c'est de faire du tourisme une filière de développement économique. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, j'analyse les gestes aussi. C'est de la simplicité qu'il faut dire les choses tout cru. Bon, sincèrement et honnêtement. Et c'est ce que moi je pense. Il ne s'agit pas de renvoyer la mine, etc. Donc, je disais tantôt que le tourisme va devenir désormais un intrant pour la création de richesses et d'emplois. Comme dans d'autres pays. Alors, et deuxième chose, vous remarquez qu'au-delà de cette intention, on a eu même des chiffres, puisque près de 1000 milliards veulent être investis dans le secteur. Quand je pense seulement à l'Agence nationale des patrimoines et du développement touristique, en plus de tout ce qui va être confié au ministère en charge du tourisme et de la culture. Et donc, première chose, ça fait partie des efforts. C'est-à-dire qu'une intention globale annoncée, la dotation de ressources pour la réalisation de cette intention. Et donc, c'est déjà bien. Mais c'est aussi bien qu'on ait des projets. Vous voulez aller dans les limites? Oui, je viens. D'abord, avant d'aller dans les limites, il faut bien... Je vais donner la parole à vos autres collègues pour apporter on va bien montrer un peu les efforts. Et donc, en plus de ça, il y a toutes les actions que le gouvernement mène pour mobiliser des ressources. Vous savez que la Banque mondiale a octroyé 20 milliards pour le secteur. La dernière fois, en France, le président a décroché encore 28 milliards, toujours pour le secteur du tourisme, etc. Et donc, il y a toute une intention, toute une diplomatie qui est déployée pour qu'on ait des ressources et qu'on ait changé les choses. Il y a des projets qui ont été conçus, pensés, élaborés et mis sous forme de maquettes en temps, etc. Le problème que nous avons aujourd'hui... Vous voulez aller déjà dans les problèmes? Oui, il faut que j'insiste plus, parce que je voudrais revenir sur un aspect que... Non, un instant. Oui. On va permettre aux autres également de dire les efforts qu'ils ont remarqués. Je vais oublier ça, en fait. Vous allez oublier, d'accord, je vais noter pour vous. Lorsqu'on parle de... Bon, ok. Il s'agit en fait du conflit d'attribution. Je voudrais vraiment insister un peu... Bon, je garde ça pour tout à l'heure, pour revenir aux limites. Monsieur Ojo, oui. Quels sont les efforts selon vous qui ont été faits dans ce secteur par ce gouvernement? Si vous n'en voyez pas, dites que vous n'en voyez pas. Non, selon moi, le seul effort qui est fait, c'est la volonté politique. Aussi. Bon, d'accord. Monsieur Zong? Oui, la volonté politique manifeste, c'est très manifeste. On a commencé à évoquer un sujet sensible qu'on a toujours évoqué, le retour des biens culturels du Bénin, qui est un enjeu de taille. On ne le perçoit peut-être pas, mais c'est un grand enjeu de taille, un vieux débat qu'on a toujours traîné. Et qu'on n'a jamais fait. Et qu'on n'a jamais. Et aujourd'hui, avoir le cran, l'audace d'avoir été le premier pays, et les gens le citent, la plupart des pays africains, ils citent le Bénin comme le premier à faire officiellement sa demande. Donc ça, c'est quelque chose à féliciter. Je suis vraiment content pour cette démarche-là et j'aimerais bien que cette démarche-là aboutisse. Donc ça, c'est à saluer. Et tout ce qu'il y a comme investissement, les 6 projets phares dont on a parlé, si on arrive vraiment à les réaliser, c'est sûr que ça va booster. Vous y croyez? Croire à quoi? La réalisation, à la réalisation de ces projets.
Il faut être nombreux à rêver pour que ça se réalise. Oui, je pense que... Que ce soit le gouvernement, ça ne va pas marcher. Tout à fait. Non, je pense qu'avec les actes qui sont posés maintenant, il n'y a plus à mettre les pieds en arrière. Je pense qu'il n'y a plus... La volonté existe. Oui, la volonté est là et les moyens aussi sont en train d'être mobilisés, sont mis déjà en œuvre pour que ça soit. Donc on y croit. J'ai l'habitude de dire que le développement du Bénin, c'est une question qui devrait préoccuper chaque citoyen béninois à son niveau, où qu'il soit. Et le plus important, ce n'est pas de dire que ça va ou que ça ne va pas. Le plus important, c'est de dire ça va, mais on peut améliorer, ça ne va pas, mais on peut améliorer. Et donc, on va aller aux limites, M. Alomakwe. Vous parlez tout à l'heure du conflit d'attribution qu'avait évoqué M. Ojo. Oui, et ça fait partie des choses à améliorer dans le secteur. Et j'aime bien cette approche de reconnaître ce qui est bien, mais d'attirer l'attention des gens sur ça, pour permettre que cela s'améliore. Nul n'a la science infuse. Et la question de la gestion d'un État, de la gestion d'une parcelle du pouvoir étatique pose toujours des situations et on peut ne pas tout voir. Parfois contradictoires en fonction des intérêts qui sont sur le terrain. Alors, je reviens sur la question du conflit d'attribution. Vous voyez, je ne parle pas en l'air. Je dis des choses en fonction de mes informations et des enquêtes parfois que je mène sur le terrain. Et vous allez constater, l'un des conflits d'attribution, c'est par exemple la situation du parc Tangari. Voilà un parc qui a été, je vais dire, géré par des gens qui ont même contribué à son inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'est Sénagref. Tout ceci a été fait dans une collaboration stratégique avec le ministère de la Culture. Le Centre national de gestion des ressources forestières. Voilà. Avec le ministère de la Culture et le ministère actuel qu'on appelle le ministère de cadre de vie. À la date d'aujourd'hui, vous savez que, c'est-à-dire, quand vous écoutez les acteurs, enfin les cadres de cette direction, de ce centre, c'est des gens qui n'ont même pas été associés lorsqu'on a signé le contrat avec African African Park Network. Et sur le terrain, vous savez un peu ce qui se passe maintenant. Déjà, on tue des chasseurs qui vont juste... puisque justement, la question du patrimoine culturel ne peut être gérée sans ce qu'on appelle chez nous, en termes professionnels, chez vous, les gestionnaires culturels, communautés à la base. Nous sommes d'accord. Il y a des populations qui y vivent sur le terrain. Et parfois qui sont les meilleurs gardiens de ces biens-là. Bien sûr. Et donc, on amène une structure qui demande à ces communautés à la base de ne plus s'approcher du bien. Donc, ils seront là comme pour contempler ce trésor dont ils n'auront jamais assez. Et la conséquence, c'est ce que nous avons vu, des soulèvements, etc. Et donc, si on pouvait mieux faire, ce que devrait être mieux fait, c'est de suffisamment prendre en compte la communauté à la base et de les impliquer dans tout le processus de signature de ce contrat. Parce que c'est déjà dès leur prise en compte que des clauses vont être mises dans le contrat. L'État est souverain. On peut toujours l'État est souverain, mais l'État, c'est nous. Oui, mais quand je dis l'État, là, je prends le parti des gouvernants, ils peuvent toujours trouver une solution. Bon, vous attirez l'attention là-dessus. Heureusement, le contrat, le président a demandé à ce qu'on revoie le contrat, et nous espérons réellement qu'au-delà du contrat, qui est juste un acte, il faut que sur le terrain, on prend en compte les préoccupations des communautés à la base. Ça, c'est un des aspects des limites. Alors, toujours dans le secteur du tourisme, vous savez que l'Agence nationale des patrimoines... L'agence que dirige M. Plia. Oui. DEBAC envoie ses collaborateurs, je veux dire ses cadres, sur le terrain, faire des choses. Et c'est bien après que le ministère, c'est-à-dire les cadres du ministère, découvrent qu'on a amélioré, changé des choses sans les avoir consultés. Et parfois, ces choses qu'ils font, c'est des choses à détruire. Cela suppose que des ressources sont engagées sur le terrain. Gaspillage des ressources. Voilà. Des ressources sont engagées sur le terrain et malheureusement, ces ressources sont appelées à être, je vais dire, vous l'avez dit, gaspillage, c'est finalement le mot que... Et donc, voilà autant de choses. Alors, je reviens maintenant sur le dernier conseil des ministres. Ouais. Où... on nous a cité les structures qui ont eu les marchés pour réaliser les musées, etc. Et bien avant ça,
Et nous avons eu des informations selon lesquelles il y a une structure qu'on appelle AG Imagineering qui un peu coordonne et gère tout ce qui est en rapport avec le secteur du tourisme. Donc c'est un peu comme ces structures-là qui vont réaliser les projets. J'ai cherché à voir si dedans il y a une structure nationale. Je n'ai pas trouvé. Et je vais vous dire ceci. Vous savez que quand on parle du patrimoine de la culture, il y a des acteurs qui ont des acteurs locaux. Oui, des nationaux qui ont des expériences sur plusieurs années et qui travaillent dans d'autres pays. C'est ça, de ça il s'agit. Quand je prends des architectes comme Gonçalves, qui est béninois, qui est aujourd'hui au Togo, il gère une institution en charge architecte culturel. Et quand je prends monsieur, c'est pas que lorsqu'on parle de compétences, je ne sais pas, il y a des gens qui existent. Je prends le cas de monsieur Rodrigue Kassou, qui travaille à l'EPA, qui est même parfois des gens qui ont fait des audits sur des réalisations culturelles dans d'autres pays et connus partout. Je prends des gens même de nous, notre promotion, avec qui on a fait, qui sont des gestionnaires du patrimoine culturel spécialistes de l'architecture, et on ne les retrouve pas. La question, c'est de savoir quel a été le processus de recrutement de cette structure-là. Et donc, on a comme un sentiment, bon, des choses à améliorer, bien évidemment, de tout confidentiel autour de la gestion du patrimoine et du tourisme. Vous êtes sûr que si c'était tout confidentiel, vous aurez eu ces informations? Bon, ça dit, le tout confidentiel, ce n'est pas l'information dont on parle, c'est à titre d'information. C'est-à-dire qu'on ne nous donne, on a, comme l'a dit, il faut être associé à la base pour s'impliquer que d'être informé, quoi. C'est-à-dire que, bon, on a déjà préparé tout, bon, on vous demande, vous allez consommer. Mais si on nous prépare quelque chose dont on ne peut pas consommer, ça va être difficile de digérer. Et malheureusement, c'est des choses à améliorer. Je pense il y a d'autres limites. Je vais peut-être revenir de ceci. Non, on va aller très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes encore qui nous restent. Je préfère qu'on fasse peu et qu'on aille. Est-ce que M. Ojo veut apporter d'autres limites à ceux déjà cités par oui, je vais apporter des limites. Monsieur Alomakwi. Je pense que la gestion du tourisme chez nous, ça doit être une question nationale. D'accord. C'est-à-dire, les nationaux, les professionnels locaux doivent être impliqués. Tel que les contrats se signent, on dirait qu'il y a une sorte de fétichisme qui entoure les contrats. Bon, et puis, non, je n'ai pas fini, madame. Oui, non, je ne vous coupe pas. Bon, et puis, nous autres, spécialistes de la chose... Vous dénoncez le fait qu'on vous a mis de côté? Oui, complètement, ce n'est pas bon. Et l'autre chose que je veux ressortir, c'est que il y a un adage qui dit « à trop embrasser, mal est trait ». Vous voyez, l'actuel ministère qui s'occupe de la culture, du tourisme et du sport, c'est un ministère très dense. Bon, ce débat, on l'a déjà fait, le mal est fait, on ne va pas pouvoir revenir là-dessus. Non, mais il faut que d'un jour à l'autre, il faut corriger. Sinon, ça alourdit tout et dans les sous-secteurs du tourisme et de la culture, on a l'impression qu'il y a la volonté politique. Il y a peut-être pour vous, il faut séparer ces ministères. Il y a peut-être les moyens, mais rien ne bouge. D'accord. Monsieur, c'est bon? Voilà, c'est bon. Monsieur Zoron. Oui, très rapidement, les limites. Merci beaucoup. Pour moi, les limites, il faut vraiment veiller à ce que les ressources du pays, autant que faire ce que reste dans le pays. Ouais. D'accord. Parce que l'enjeu dans lequel nous sommes, tous les pays aujourd'hui cherchent à tirer les ressources vers leur pays. Oui, vers leur pays. Et je ne comprends pas quelle est la démarche qui fait que nous privilégions remettre nos ressources dehors. Ils s'envolent. Non, on ne va pas le dire comme ça. Enfin, comme service. Et si les compétences existent localement, priorité à ces compétences locales, s'il vous plaît. Parce que si vous ne donnez pas votre moto, vous ne prenez pas le risque de donner votre moto à votre enfant et que vous dites qu'il ne sait pas conduire et que vous ne lui remettez pas, il ne saura jamais conduire. On aura toujours en griffe des incompétents dans le pays parce qu'à aucun moment on leur donne l'occasion vraiment de s'élever. Dans un monde où parfois les gouvernements se déplacent avec leurs hommes d'affaires à la quête de marché pour leur pays, nous,
Et dans ça, oui, je ne dis pas. C'est un fait que chaque gouvernement qui se déplace dans un pays. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est même que cette généralité. Vous n'avez aucune preuve que quand le gouvernement sort, qu'il ne soit pas avec des hommes d'affaires. Non, je ne dis pas ça. Je n'ai jamais dit ça non plus. J'ai dit de tenir, enfin, prendre cela comme exemple et pouvoir, nos acteurs locaux, même médiocres, qu'on puisse quand même les faire valoir. Leur tenir la main pour voilà, leur donner des choses. Aujourd'hui, les gens, on incite la jeunesse, on dit créer l'emploi et le tourisme. Mais si les gens créent l'emploi et qu'ils ne peuvent pas avoir les ressources et qu'ils demeurent les incompétents, quand est-ce qu'ils vont pouvoir développer leurs aptitudes, créer un réseau et s'étendre vers l'Afrique et le monde? C'est de ça qu'il est question. D'accord. Hein, il faut avoir le courage de confier des choses aux gens qui sont sur place et vraiment les aider à être forts. Voilà. J'avais prévu parler des acteurs impliqués pour des résultats concrets et pérennes, mais vous êtes largement revenu là-dessus. Il faut véritablement impliquer les acteurs locaux, les acteurs nationaux, pour que véritablement ils puissent aussi, avec le temps, avoir cette compétence-là de pouvoir véritablement prendre en charge les activités concernant leur secteur dans leur pays. Et donc, on va aller très rapidement à la question de la problématique du retour des biens culturels que vous avez souligné. On va y aller avant de revenir maintenant aux recommandations à la fin de notre émission pour pouvoir accompagner ce gouvernement-là. Cette fois-ci, je ne vais pas commencer par vous. Je vais aller à M. Gbaïda Rozoum. M. Gbaïda Rozoum, la problématique du retour des biens culturels. Vous avez dit que la volonté politique hier, vous avez vu des actions, ça vous encourage. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre aujourd'hui? Oui, mais déjà, je ne sais pas, dans les 6 projets, est-ce que le retour des biens là est déjà intégré dans les musées qui seront construits? Ça veut dire que si d'ici là, puisque... Bon, si on parle de la restauration des musées, c'est que forcément c'est intégré. Le cadre qu'il faut pour accueillir. Enfin, ce n'est pas dit. D'accord, donc il faut améliorer le cadre. Est-ce que c'est nous, même musées là, on améliore, on réceptionne les œuvres là-dedans? C'est-à-dire que ça... S'ils ont quitté ces musées, s'ils ont quitté ces régions, c'est normal qu'ils retournent dans ces régions, à ces musées. Enfin, que ça soit clair. Enfin, ça c'est une spéculation. Il faut juste qu'on sache le cadre, le cadre de retour de ces œuvres-là. Qu'on puisse vraiment être informé, qu'on puisse faire le débat là-dessus, qu'on puisse vraiment accueillir nous-mêmes et ouvrir l'espace. Pour que le bien ne rentre et ne se détruise au fil des jours. Voilà. Et maintenant, l'autre chose que moi j'aimerais dire ici, je vais prendre un exemple tout simple. On a tout le temps dit, par exemple, que les biens ne seront pas en sécurité, ceci ou cela. Qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le plan sécuritaire, sur le plan protection? Pour qu'on n'arrive pas à vandaliser. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de nous? J'aimerais que désormais, qu'on oublie, qu'on fasse comme si c'est déjà un acquis le retour de ces biens. Voilà, et comme maintenant, ce débat-là qu'on mène, l'œuvre arrivée va être traitée comme ça, va être reçue dans quelles conditions. Voilà comment on va aller. Qu'on commence à faire ce débat-là et qu'on approfondisse ce débat-là, tout simplement. Comme si c'est déjà à nous, on les a. D'accord. Là, c'est qu'on est dans la meilleure posture de réception de ces œuvres. On sera plus surpris quand les œuvres seront là. Voilà. Bon, déjà on ne va pas être surpris parce que si on a fait le pas, c'est quoi? Donc, quand je dis surpris, c'est que les biens viennent et on ne sait pas où les mettre. Oui. Donc, je vais m'en arrêter là pour pouvoir laisser les autres aussi. Concernant les biens culturels. Oui, et moi j'avoue que le premier jour, j'ai entendu l'actuel gouvernement réclamer le retour de nos biens culturels qui nous ont été volés pendant les époques pré-coloniales. Vraiment, j'étais très content. Mais il y a un problème qui se pose. Lequel? Le retour de ces œuvres, quelle va être les précautions, c'est-à-dire la précaution prise pour que ces œuvres-là ne soient pas vandalisées, comme vient de le dire mon cher ami Zoum. Je vous donne un exemple. Vous savez, le roi Béanzin, avant qu'il n'aille à une guerre, il a une sorte d'épée qu'on appelle le Goubassa, qu'il soulève. Il y a, je ne sais pas si vous avez fait un tour au musée d'Abomey. Il monte sur une sorte de sable là, qui est là, et il soulève ça. Quand il soulève, tous les soldats, les généraux, ils sont motivés pour aller à la guerre.
savez, cette épée était au musée. Elle n'existe plus désormais. Cette épée n'existe plus désormais. Elle a été volée. Elle a été volée. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été retrouvée. Celle qui est là aujourd'hui n'est pas l'authentique. Ce n'est pas mon ami Alomakwe qui va me démentir, encore moins Zogou. Je ne sais pas s'il en a l'information. Mais si ces biens reviennent... Vous avez la même inquiétude que M. Zogou. Vraiment. Et qu'on ne pourra pas les mettre dans des conditions sécuritaires requises. Vraiment, je crois que ce n'est pas la peine. Il faut d'abord créer le cadre. Le cadre, surtout. Et aussi, ici, j'entends parler de la construction, de la création de nouveaux musées. Bon, il faut associer les professionnels. Forcément. Les communautés à la base. Les communautés à la base. J'ai gardé quelque chose de vos propos. Monsieur Alomakwe. Oui. Ou bien vous voulez revenir, si c'est la même chose, on va avancer. Le retour, il faut que nous essayons de revoir un peu ce concept-là. Ne disons plus retour. Parce que la restitution. Jusque-là, oui, même ce mot-là de restitution, ça ne va pas se passer. Vous savez, la France... Qu'est-ce qui ne va pas se passer? Non, attendez, je ne vais pas mentir ici, je dirai la vérité. La France... Non, votre vérité? Non, c'est une vérité technique, ok, donc scientifique. La France a joui de ces biens-là depuis plus de 100 ans. Et c'est ça qui fonde même l'économie française. Enfin, l'économie française. Vous savez que le tourisme, ça dit cet aspect de... Monsieur Alomakwe, vous êtes négatif. Non, ce n'est pas négatif. Je voudrais que nous voyions les choses en face. Et même la dernière fois, on a discuté, ça va être difficile. Et vous avez, dans le discours de Macron, bon, nous allons voir dans quelle procédure, même si ce n'est pas prêt, c'est-à-dire on veut nous prêter nos biens. Ils n'ont qu'à prêter et envoyer. Alors, l'autre solution, par rapport à ça, je vous dis, pour que nous ayons le retour, il faut, bon, en griffe, c'est pour s'amuser, c'est que mobilisons nos têtes couronnées, on active les biens qui reviennent au bénéfice. Parce que ça se passe. Vous avez vu que nous aurons nos biens. Si c'est ça, oui, je suis sûr que nous aurons nos biens. Non, il est en train de développer une idée. Oui. Moi, j'ai compris son idée. Réunir les têtes couronnées. Et ils vont activer les biens se retrouvent au Bénin. Voilà. Non, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous aurons nos biens. Nous aurons nos biens. Donc, moi, je crois que c'est l'une des options. Il faut qu'on suffisamment... On approfondisse. En fait, qu'on balaye toutes les options. Voilà. Et maintenant, lorsque je parle des biens, mes collègues, M. Salomon et puis Achille l'ont suffisamment expliqué. Je voudrais revenir sur quelque chose. Oui, très rapidement. C'est que, à la date d'aujourd'hui, qui sont ceux qui gèrent les biens qui se retrouvent dans les musées? Ce n'est pas vos collègues? Non. Il y a une génération de gestionnaires des musées qui sont souvent des enseignants qui ont fait le départ volontaire ou à la retraite, etc. Et c'est eux qui gèrent. Le pire, c'est que ceux-là dont on parle n'ont pas un traitement salarial vraiment reluisant. Il faut améliorer les conditions de travail de ces personnes-là. Oui, et les former. D'accord. Moi, je connais des gens qui travaillent depuis, sans contrat. Comment vous les appelez Les gestionnaires, bon, parfois on appelle ça les médiateurs culturels. Il y a les médiateurs culturels, il y a les gestionnaires ou conservateurs des musées. Voilà, ce sont les conservateurs. Oui. Ils sont, c'est pas tel qu'ils sont traités aujourd'hui. Vraiment, c'est à revoir. Et je crois que suffisamment l'existant, enfin les petites choses que nous avons chez nous, il faut que nous en occupions. Je prends par exemple le cas du Palais Royal d'Abomey. La dernière fois quand nous étions là-bas dans le cadre d'un atelier pour échanger sur la question des risques, mais c'était on était fâchés pour avoir fait la découverte d'un incident. L'incident, c'était que dans la démarche de restauration de l'appartement, enfin, il y a lorsque les Toubabos ont envahi le palais des Royaux, ils ont mis en place une infrastructure au sein du palais Royaux où ils ont installé leur gouverneur pour gérer un peu le palais. Et donc, c'est un bâtiment qui est là. Dans la restauration de ce bâtiment, mais ils ont mis des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'à un moment donné, quand nous voulons écrire, on veut parler, c'est que le jour où on va dire, je ne le dirai pas, vous le dirai en off, si on dit ça, le site va être déclassé. Et on ne peut pas confier les biens du patrimoine culturel à des amateurs qui viennent faire de n'importe quoi. D'accord.
La recommandation, Monsieur Beindaro Zou, cher professeur président Achille. Oui, oui, tout à fait, je suis Beindaro. Et les recommandations, comme on l'a martelé, on l'a si bien dit, c'est qu'il y ait un peu plus d'association des professionnels, en fait, d'implication des professionnels du secteur. À la gestion du secteur. Et aux réformes du secteur. Parce que tout ce qu'on fait va retourner aux professionnels. Tout ce qu'on fait va retourner à nous. Nous avons l'habitude de nous, les hommes de la culture, puisque nous le sommes, nous sommes là, nous. Tout le reste, ça va passer. Les gens vont venir occuper peut-être des postes politiques et autres, passer, transiter, mais les vrais acteurs de la culture, ils resteront dans la culture, ils resteront à la culture. Donc, au finish, ces choses-là rentreront en fait dans leur patrimoine. Donc, il vaut mieux les former, qu'au moment où ils recevront ces choses-là en retour dans leur patrimoine, qu'ils ne continuent pas à avoir l'estime et l'amour pour la chose, pour le maintenir et le conserver. Vous n'avez même pas le choix, vous devez être patriote. Donc, voilà moi mon message. Voilà moi mon message, tout simplement. Voilà. D'accord. Monsieur Ojo? Oui, bon, comme recommandation, bon, je pense que nous sommes les enfants de la même République. Bien sûr. Voyez-vous. Et quand vous prenez par exemple l'agence qui est créée pour gérer le tourisme et pour faire la promotion du tourisme dans notre pays, qui est localisée au niveau du palais, et vous prenez... qui est sous la supervision du palais, puisque sa localisation, ce n'est pas dans le palais. La République, quand vous prenez cette agence, les Béninois qui y travaillent, vous comparez leur rémunération à ceux qui travaillent dans le ministère de la Culture, c'est le jour et la nuit. D'accord. Pendant que nous sommes des enfants de la même République. Du même pays. Et nous faisons pratiquement le même boulot. Peut-être que ceux qui sont dans les ministères, ils travaillent même plus que ceux qui sont au niveau de toute façon, il faut revoir votre condition de travail et de vie. Et que les acteurs locaux que nous sommes, on soit associés à tout ce qui se fait dans le domaine du tourisme et de la culture. Je crois que s'il y a recommandation à faire. Et puis aussi, les contrats qu'on signe pêle-mêle pour des expatriés. Il faut que les contrats qu'on signe pour appeler des compétences extérieures. Bon, pour appeler des... Voilà. Moi, je pense que... Voilà, il faut pas créer des compétences extérieures. Oui. Il faut quand même que ces contrats soient mis sur la place publique pour que les gens sous le regard des autres professionnels pour pouvoir avoir une meilleure vision. Voilà. Pour que quand même on puisse apporter notre pierre. Bien sûr, puisque vous avez été formé pour ça dans le pays. Et puisque vous êtes des citoyens de ce pays. Merci. Monsieur Alomakwe. Bon, merci. Dommage que le temps passe vite. Vraiment, on a tellement de choses à dire. Bon, on va trouver notre cadre, notre jour. Il faut qu'on revienne davantage pour un peu parler de ces choses. Non, là, aujourd'hui, on a été très global. Peut-être prochainement, on va trouver... On ira dans les détails. Voilà. Et je nous y tiens. Alors, l'une des recommandations, et il y en a plusieurs, mais je vais commencer par la plus... essentielle pour vous. C'est l'efficacité des dépenses publiques dans le domaine du tourisme. Mais quand même, on veut dépenser 1000 milliards dans le secteur. Et il ne faudrait pas, M. Achille l'a dit, il ne faudrait pas qu'on dépense les 1000 milliards sans avoir le résultat. Et qu'au finish, les acteurs culturels ne soient pas, tu as dit, n'aient pas l'amour pour les biens pour lesquels on va investir les 1000 milliards. Parce que je ne vois pas un Toubabou, excusez-moi, c'est-à-dire venir construire un musée ici. Et nous, on va être un peu comme des ouvriers pour le Toubabou. Et c'est nous vous pouvez être des ouvriers et avoir la compétence d'eux. Hein. Puisque, non, oui, ça se fait, non. Je ne sais pas comment ils n'ont pas gestion déléguée. Vous êtes ensemble, les compétences nationales sont impliquées, vous travaillez ensemble, eux, ils apportent leur expertise, vous apprenez d'eux, et après, quand ils partent, vous êtes là pour faire le travail. Ça va être l'idéal. Ça sera fait. Vous savez, lorsque les Toubabous ont une science... J'ai une fois une ébranlable dans notre pays. Hein. Oui, non, lorsque les Toubabous... Attendez. Lorsque les Européens... Ils ont une science, voilà. Ils en font... Encore que ce n'est pas que les Européens maintenant qui sont les compétents. Hein. C'est-à-dire, on ne transmet pas. Parce que les gens, ils vivent de ça.
Nous avons cette capacité-là de vite prendre la preuve. Quand vous êtes allé étudier dans leurs universités, vous êtes venu réintégrer ça à vos réalités. Nous espérons ça. De toute façon, à mon humble avis, il faut que l'on active le génie créateur des Béninois. Pour que les choses qui vont être réalisées, que les Béninois se retrouvent dedans. Je voudrais voir des immeubles, des bâtiments construits par les Béninois qui sont restés en laboratoire, faire sortir le prototype de ce bâtiment-là et produire ça maintenant. Parce qu'après, lorsqu'ils vont le faire mieux ici, c'est que d'autres pays vont dire, ah bien, il y a telle personne qui fait ainsi de suite. Et ils sont là, sur le terrain. Et l'autre chose, on ne peut rien faire sans les ressources humaines. On ne peut... C'est évident. On ne peut rien faire. Après, je n'aurais pas pu faire cette émission sans vous. Voyez-vous. Alors, il faut que les ressources humaines disponibles soient utilisées. C'est-à-dire, je prends le ministère de la Culture. Depuis près de 20 ans, il n'y a plus jamais eu de recrutement d'un spécialiste du patrimoine. Alors que dans d'autres secteurs, il y a des recrutements. Il n'y en a plus. Et il y a des gens qui ont été formés à Alexandrie, en Égypte, au Bénin. La preuve, il y en a qui sont allés à la retraite et le ministère est presque vide de compétences. Voyez-vous. Et donc, il faut donner la chance à ces gens-là que de le dire, bon, en griffe, il y a des aides de compétences. Non, on l'a dit dans un autre contexte. Oui, bon, mais heureusement, et nous l'avons rectifié. La personne dont on parle, nous l'avons rectifié. Il a corrigé, puisque lui-même, il a dit que dans la culture, il y a une mère de compétences. Et effectivement, il y a une mère de compétences. Et c'est justement pour ça que nous voulons en faire un pôle de développement. Voilà. Et donc, mettons, moi, je ne comprends pas pourquoi nous avons des loups et on envoie les moutons pour aller faire la chasse. Vous allez comprendre après. Bon, chers invités, je vais récapituler vos propos. Il faut clarifier le cadre de réception des biens culturels, prendre des dispositions pour leur sauvegarde, leur protection et leur sécurité. Il faut former les médiateurs, les conservateurs des musées et surtout revoir le traitement salarial. Il faut surtout mieux prendre en compte les aspirations des acteurs culturels, mieux les accompagner pour pouvoir prendre en charge les biens culturels de nos pays et pouvoir s'en occuper. Et que ces cadres, ces professionnels qui ont été formés dans ce secteur-là puissent véritablement jouer le rôle pour lequel ils ont été formés. C'est vrai, on aura toujours besoin peut-être de compétences venues d'ailleurs parce que tout évolue, oui, mais il faut toujours associer les acteurs nationaux et ils ne seront jamais compétents si on les met toujours à l'écart. Voilà ce que je retiens de notre débat de ce jour. Il faut leur faire confiance et les encourager. Ils sont là, ils émergent dans leur domaine de façon distincte et différente. On leur a demandé de faire d'aller par leurs propres moyens, ils y vont, ils ne se découragent pas, ils pensent au bien-être de leur pays. La preuve, ils arrivent à vendre le Bénin dans d'autres pays et donc il faut leur faire confiance et les impliquer véritablement pour éviter d'autres problèmes plus tard quand ces compétences extérieures vont partir du Bénin. Il faut surtout éviter les conflits d'attribution entre les différents projets, les agences et tout ce que l'on crée pour que désormais le travail soit fait en symbiose, pour que d'autres ne le fassent pas, pour que d'autres le refassent après et que ce soit un éternel recommencement parce que quand on veut se développer, il faut commencer et finir. Il ne faut pas commencer et recommencer chaque fois. Voilà, il faut éviter le gaspillage de nos ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit ressources humaines, financières, techniques. Il faut éviter ce gaspillage-là parce qu'effectivement, les ressources existent et par manque d'être utilisées, des fois, préfèrent aller porter leurs compétences dans d'autres pays. Et donc, le Bénin ne se développera qu'avec les acteurs et les enfants du Bénin. Et donc, la gestion du tourisme doit être une affaire plus nationale. Les acteurs sont prêts, malgré le traitement qui leur est fait aujourd'hui. Ils s'efforcent de rehausser ce secteur touristique au Bénin. Donc, il faut véritablement les encourager et garder les ressources financières de notre pays dans notre pays. Il ne faut pas les éparpiller. Et nous pensons qu'ensemble, ces acteurs sont prêts à accompagner le gouvernement véritablement à amorcer ce développement dans le secteur touristique. Mais pour y arriver, il faut bien sûr les impliquer. Ils ne demandent certainement pas grand-chose. Et si on tire un peu sur leur fibre patriotique, sur leur fibre civique, ils feront encore plus de merveilles. Et donc, nous comptons sur le gouvernement pour pouvoir les appeler et les écouter véritablement.
De toute façon, sur cette émission, Le Débat, nous ne prétendons pas avoir la science infuse. Nous apportons juste notre petite contribution au développement de notre pays parce que nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes des Béninois et le développement du Bénin nous concerne. Et comme on le dit souvent, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et même si le Béninois sort du Bénin, il se rappelle toujours qu'il est un Béninois. Et donc, faites-leur confiance et impliquez-les dans le développement du secteur touristique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Au plaisir de vous retrouver pour parler d'autres questions de développement, d'autres questions de société. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Je vous remercie surtout vous, chers internautes, qui nous faites confiance chaque jour au quotidien, à la fois sur Esaïe TV, sur Esaïe Radio. D'ici là, prenez soin de vous.